de la République et on a mis sur la table tous les risques possibles par rapport à cette candidature. Et évidemment, le premier consensus qui s'était dégagé, c'est qu'il fallait qu'on soit ensemble pour lutter pour l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et lorsqu'on discutait, il y avait deux camps. Ceux qui voulaient qu'on prenne les précautions nécessaires qui fassent partie des résolutions de la Convention pour qu'on n'ait pas à revenir devant la Convention au cas où le camarade président Laurent Gbagbo n'est pas retenu sur la liste électorale. Et les autres qui estimaient qu'il fallait se mettre ensemble sans montrer aucune faille et aucun risque prévisible et être forts ensemble pour se battre pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que nous avons fait. Et donc j'ai dû faire une déclaration quand on arrivait à un consensus pour inviter tous les militants du PPACI à aller porter Laurent Gbagbo comme candidat à la présidence de la République, étant entendu qu'on devait tous se battre pour que son nom soit sur la liste définitive. On s'est battu. J'étais évidemment dans tous les coins et recoins du pays et hors du pays, dans toutes les démarches diplomatiques nécessaires pour que la balance penche de notre côté et que le président soit inscrit sur la liste électorale. Malheureusement, la liste provisoire est sortie, son nom n'est pas apparu. On espérait que l'Union africaine, qui nous avait fait un clin d'œil, allait rebondir pour qu'on ait un levier diplomatique et politique pour l'inscription. La Cour africaine des droits de l'homme, qui est rattachée à l'Union africaine, donc évidemment. Et donc ce levier diplomatique qui devait nous permettre d'avoir une solution politique a fait défaut. Et donc on s'est retrouvé devant le fait accompli. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste définitive. Et donc le 4 juin, la vérité est tombée, la liste définitive est sortie. Et évidemment, on avait comme fenêtre de négociations et de discussions le 4 juin jusqu'à ce que les parrainages commencent. Et c'est dans cette fenêtre de discussion que j'ai proposé comme précaution à prendre pendant que nous continuons la lutte, puisque la fenêtre diplomatique, bien sûr, est fermée. Ben, on peut toujours exercer une pression assez forte à l'intérieur pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc une bataille démocratique en bonne et due forme. Ben, une bataille, comme toute bataille, on peut gagner comme la perdre. Mais le meilleur comportement qu'on puisse avoir, c'est de dire que, bon, écoutez, on va faire une bataille. Si on gagne, tout le monde applaudit. Si on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retombe dans une politique de la chaise vide qui, en 2020, a été utilisée, mais qui n'a pas enlevé le régime actuel du pouvoir? Et bien, si nous répétons cette expérience-là, il est bien évident qu'on n'a pas de levier en cas d'échec de changer de régime, donc de passer à l'alternance. Et donc face à ça, la proposition que j'avais faite, c'est qu'on ait des candidats de précaution qui préparent leur dossier et qui passent le filtre du Conseil constitutionnel. Et évidemment, si on gagne la bataille démocratique, ces précautions ne sont plus des candidatures de précaution. Mais si on perd la bataille démocratique, eh bien, les candidatures de précaution qui vont passer le filtre du Conseil constitutionnel se présentent devant la Convention qui a désigné Laurent Gbagbo, parallélisme des formes, que cette Convention-là désigne celui qui va représenter le PPACI aux élections de 2025. Voilà la discussion qui était en cours et puis il y a eu fuite. Évidemment, vous savez, en démocratie... Qui a fait fuiter, justement? Allez-y demander à celui qui a fait fuiter. Certains estiment que ce sont vos services, peut-être, qui ont fait fuiter. Vous savez, moi aussi, je les accuse. Donc, on peut partir d'accusation en accusation. Là n'est pas le problème. Le fait, c'est qu'il y a eu fuite. À qui profite la fuite? Est-ce moi qui attendais que le débat continue jusqu'au bout? Ou ceux qui ne voulaient pas du tout qu'on pose cette question et qu'on n'en débatte plus, et donc qui faisaient barrage à la poursuite de la discussion interne? Très bien. Voilà le problème. Daouda?
Monsieur Awa Domelo, moi j'ai juste une question d'abord de précision, après je vais poser ma question, c'est que j'ai suivi votre interview, j'y étais pas à la maison de la presse, mais je l'ai suivi en ligne. J'imagine. De bout en bout. Vous dites que vous êtes tout candidat à l'élection présidentielle, mais vous êtes toujours Gbagbo Laurent. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, parce que la question de ma consoeur m'a un peu perturbé, quand elle a demandé comment elle vous appelle, monsieur Awa Domelo, vice-président, en l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes toujours membre de la direction du PPACI? Ben, allez-y, vous posez la question. Le problème d'être membre ou ne pas être membre, en politique, ce n'est pas ça qui est le problème. Moi, je suis Laurent Gbagbo. Quand je dis je suis Laurent Gbagbo, ce n'est pas sa personne, puisque évidemment, on a dit les mêmes parents, ni les mêmes âges, ni les mêmes... Ben, je suis pour l'idéologie que nous avons concoctée ensemble et qui a servi de lien entre lui et moi depuis qu'on s'est connus dans les années 1983. Et donc ce lien-là fait de nous, et comme c'est lui qui a porté devant l'opinion publique, je vais dire, cette vision, cette idéologie, il est bien évident qu'il porte toujours la casquette, mais il est bien évident qu'il y a eu des lieutenants autour de lui qui ont incarné progressivement cette vision en apprenant tout simplement auprès de lui, en tirant les leçons de la lutte démocratique. Permettez-moi de vous arrêter un temps soit peu, parce que selon les informations que j'ai en ma possession, je ne sais pas si c'est votre chef de cabinet ou directeur de cabinet, sûrement qu'il est dans le public, qui s'appelle Mathieu Ngata, aurait reçu un courrier où on vous relève de votre fonction de vice-président. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette information? Vous la confirmez ou l'infirmez? Pour moi, c'est pas que ça soit infirmé ou confirmé, ça c'est pas l'essentiel. Mais l'avez-vous reçu ce courrier? Pas encore. D'accord. Parce que je vais dire qu'il y a une guerre, il faut le savoir, dans tout parti politique, il y a des guerres. Il y a une guerre interne entre les successeurs, c'est-à-dire ceux qui ont incarné la vision et qui veulent la pratiquer, et les héritiers, c'est-à-dire les militants de la dernière pluie qui veulent utiliser l'ombre de Gbagbo pour faire leur chemin politique. On pourrait dire la même chose pour vous aussi, M. Awa Domelo, parce qu'en l'état actuel des choses, je suis Gbagbo, je suis ceci, mais finalement, vous êtes candidat, mais vous ne voulez pas vous départir du nom de Gbagbo. C'est un peu comme ce que Afi a fait, c'est un peu comme ce que Mamadou Koulibaly a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sans Gbagbo? Vous pourriez être sans Gbagbo? Être Gbagbo signifie se battre pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Mais soyez simplement Domelo. Mais justement, parce que c'est lui qui incarne l'idéologie. Et donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation assez complexe où il faut aujourd'hui qu'on ait un candidat aux élections présidentielles de 2025. Moi, je m'adresse aux militants, parce que nul n'a un titre de propriété sur le PPACI. Nous avons tous, à travers nos sacrifices, à travers les différents morts, à travers les différents prisonniers, à travers tous ceux qui ont perdu leurs biens, nous avons été tous actionnaires du PPACI. Très bien. Bien noté. Herman. Bon, moi, j'ai en face de moi un communiqué de presse du PPACI à propos de la candidature de M. Awa Domelo. Je me suis intéressé au deuxième paragraphe. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Je crois bien que cet ancien collaborateur m'a fait un peu tiquer. Est-ce que votre parti politique vous voit aussi maintenant comme dans le passé? Ben, justement, cette information est une information, mais comme je l'ai dit, il faut savoir une chose, c'est qu'au sommet, progressivement, les Ivoiriens vont comprendre. Progressivement, les militants du PPACI vont comprendre que ce devraient qui se comprendre passe les Ivoiriens et les militants du Laurent PPACI? Gbagbo est en otage. Pris en otage par qui? Je n'en dirai pas plus. Ils découvriront avec le temps. M. Awa Domelo, vous êtes un Non, Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Mais les Ivoiriens découvriront avec le temps. En interne, beaucoup vous reprochent de vouloir contourner la hiérarchie actuelle du PPACI et de s'aimer la division. Votre candidature n'est-elle pas le signe d'un ego surdimensionné plutôt que d'un projet de rassemblement? C'est une candidature de responsabilité. Quand on voit la souffrance des Ivoiriens, quand on voit combien de fois nous avons besoin d'alternance dans ce pays, à un moment donné de son histoire, il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes à un tournant important
de la Côte d'Ivoire un tournant important du monde qui est en bouleversement. Notre fenêtre de tir pour changer le cap actuel de la Côte d'Ivoire et virer dans le sens des pays émergents, eh bien c'est 2025. Et donc si cette lecture géostratégique n'est pas perçue par les Ivoiriens, nous risquons de regretter demain. Je prends encore un autre bout de phrase. J'offre ma candidature aux souverainistes et panafricanistes du PPACI, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et de la diaspora africaine, avec pour objectif de ne point manquer le train des BRICS pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain. En même temps que Laurent Gbagbo et ses collaborateurs semblent ne plus vous accepter, vous dites que vous le faites pour le PPACI, et aussi on voit un certain mélange entre AES et la CEDEAO que vous voulez fédérer. Qu'est-ce qu'on doit percevoir dans la démarche de Awa Domelo? Il faut savoir que la bataille pour la souveraineté est une bataille qui ne peut pas être individuelle, c'est une bataille globale. À savoir que la Côte d'Ivoire seule ne peut pas accéder à la souveraineté et maintenir cette souveraineté-là pendant longtemps si tous les voisins n'ont pas accédé à la souveraineté, parce que l'hégémonie occidentale utilise plusieurs manœuvres. Lorsque vous êtes souverain, eh bien, on active tous ceux qui sont autour de vous pour vous attaquer, pour vous faire perdre votre souveraineté. Et donc, c'est ensemble que nous pouvons acquérir la souveraineté. Dès lors qu'un des voisins n'a pas la même vision et la même compréhension de l'avenir commun de notre sous-région et l'avenir commun du continent, il est bien évident que les manœuvres de subversion contre ceux qui veulent s'affranchir de la métropole et de l'ancienne puissance coloniale auront toujours des difficultés. En 2011, c'est ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo, avec toute son équipe, était seul contre ses voisins, seul contre l'Union africaine, seul contre la fameuse communauté internationale. Et bien seul, contre tous, rien n'est possible. C'est en tirant les leçons du passé que moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus m'isoler. Voilà pourquoi j'ai parcouru beaucoup de pays africains et que lorsque j'étais en Guinée comme conseiller spécial du président Alpha Condé, bien, il m'a permis de rencontrer les autorités russes. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée-Conakry, il est bien évident que j'ai été bien accueilli par ces autorités. Ça m'a permis de rentrer dans l'Alliance internationale des BRICS et d'être en contact avec les grands décideurs de ce monde. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a toutes les relations internationales nécessaires. Et heureusement, ces relations internationales vont dans le sens de l'émancipation des peuples anciennement dominés, ce qu'on appelle le Sud global. Et donc, pour moi, j'estime que je suis arrivé à un point tel que notre isolement de 2011 peut être oublié et qu'il suffit que les Ivoiriens, y compris les militants du PPACI, me fassent confiance pour que demain, on change le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'on s'inscrive dans la dynamique des pays émergents. Marius Komoi. Au cours donc de votre déclaration de ce jour, de candidature, au cours de votre point de presse, pour me résumer, vous annonciez que vous êtes un sociodémocrate et souverainiste. Socialiste. Vous êtes socialiste, démocrate et souverainiste, issu du communisme. Oui. Qu'entendez-vous par là? D'abord, vous savez que le communisme, tel que on l'a connu à sa naissance, n'était pas pour la démocratie pluraliste. Parce qu'il y avait deux types de démocratie en ce temps-là. Ce qu'on appelait la démocratie populaire et la démocratie pluraliste. Et donc les communistes étaient pour une démocratie populaire. Évidemment, qui ne reconnaissaient pas les partis, et parce qu'ils estimaient que le seul parti qui vaille la peine, c'est le Parti communiste. Et donc qui ne connaissaient pas, je vais dire, de démocratie, mais de dictature du prolétariat. Et nous sommes progressivement passés de cette vision-là, qui n'a pas prospéré dans un certain nombre de pays et dans la majorité des pays, à une vision beaucoup plus multipartisane, mais une vision qui intègre
démocratie et développement économique. Mais développement économique, non pas un libéralisme sauvage, mais un développement économique contrôlé par l'État en tant qu'acteur économique et en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur culturel et donc en tant qu'acteur principal dans le processus de développement. Donc je suis démocrate parce que j'ai rompu avec la dictature du prolétariat, socialiste parce que je veux que l'État soit interventionniste et non un État qui se retire et qui laisse le marché décider de son sort. Alors que nous constatons que lorsqu'on laisse le jeu libre du marché, c'est les multinationales qui gagnent du terrain. Et aujourd'hui, nous constatons que notre développement est un développement de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Donc nous avons un développement extraverti. Pour corriger ça, il faut l'intervention de l'État. Et c'est l'intervention de l'État qui va permettre de passer d'une économie externalisée à une économie internalisée. Très bien. Daouda. Monsieur Roy, tout à l'heure, vous aviez dit que M. Laurent Gbagbo était pris en otage. Je ne vais pas vous demander de me dire qui l'a pris en otage ou pas. Mais est-ce que cela voudrait dire confirmer ce qui s'est dit, que vous seriez en accord ou bien il y a eu un deal entre vous et M. Laurent Gbagbo pour votre candidature? Si tel est le cas, à quel moment vous avez discuté de cela? Parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop grande discussion et puis bon, vous avez mis votre candidature sur la table. Je suis avec Laurent Gbagbo depuis 1983. Et personne, je dis bien personne, au sein du PPACI ne connaît mieux Laurent Gbagbo que moi. Et ce n'est pas les militants de la dernière pluie qui vont faire ombrage. Mais qui sont ces militants de la dernière pluie qui semblent faire ombrage, parce qu'on se connaît à l'intérieur du PPACI. Et donc, quand je dis les militants de la dernière pluie, je sais de quoi je parle. Si vous remarquez bien le PPACI, toutes les forces qui ont fait le PPACI, eh bien, ne sont plus en première ligne. C'est des signaux. Mais avec le temps, les militants vont découvrir progressivement la réalité et vont se faire une opinion réelle de ce qui se passe. Très mais bien, ne croyez pas que la base les suit forcément. Hein, parce que la base veut qu'on aille aux élections en 2025. Comment avez-vous cette assurance que la base veut des élections? Parce que j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'ai pris contact avec les militants. Et je suis, jusqu'aujourd'hui, vice-président chargé du district des Lacs. J'ai parcouru les villes, j'ai parcouru les villages. Les militants ne veulent pas que la politique de la chaise vide soit notre politique en 2025. Ils ne veulent pas que 2025 soit 2020 bis. Très bien, messieurs. Relance rapidement Daouda et on termine. Il y a une dernière relance parce que vous aviez dit les choses avant. Et moi, j'aimerais juste qu'on clarifie les choses. Oui. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire a besoin d'une alternance. Or, dans votre démarche aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous dites insidieusement Gbagbo est un frein pour l'alternance, pour cette alternance-là. Parce que avoir votre candidature, il ne veut pas de cela. Non, c'est le pouvoir qui est un frein pour l'alternance. Parce que c'est le pouvoir qui ne veut pas que Laurent Gbagbo figure sur la liste électorale. Mais là même, M. Laurent Gbagbo ne veut même pas que vous soyez candidat. Donc lui aussi, c'est un frein pour l'alternance. Laurent Gbagbo n'a rien dit. Comment? Monsieur Domeléo, soyez un peu courageux. J'ai l'impression que vous manquez un peu de courage. Non, je suis dans un processus de discussion. Et je sais à quel niveau de discussion se trouve et je sais quels sont les barrages qui s'opposent à cette discussion-là et les manipulations qui se font pour que les héritiers aient le dessus et aient raison de moi. Mais moi, je ne suis pas un militant de la dernière pluie. Je suis un militant de la première pluie. Vous insistez bien sur ce mot-là. Quand je suis d'accord, je dis oui. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Et jusque-là, les discussions qu'il y a eu en interne, eh bien, avec des commissions, avec celui-ci, avec celui-là, pour préparer la discussion finale, les arguments ne vont pas du tout. Votre candidature, vous l'avez discuté avec qui? Ne rentrons pas dans les détails. Je ne vais pas mettre sur la table publique maintenant les discussions internes. J'ai dit que le processus a démarré et personnellement, je suis allé rencontrer Laurent Gbagbo à son domicile.
On n'a pas pu discuter parce qu'il a voulu qu'une commission se mette en place pour mener cette discussion. Et cette commission n'a pas eu l'obligation de rendre compte à Laurent Gbagbo quand il y a eu fuite. Bon, donc pour moi, j'estime que la discussion n'est pas épuisée. Parce que j'ai vu dans cette note-là, qui a apparu là, des dérives autoritaires du régime en place. Le PPACI, voilà, je lis, le PPACI donc demeure quant à lui fidèle à sa ligne politique et à son combat, celui d'un engagement résolu pour une Côte d'Ivoire souveraine, unie et démocratique. Il réaffirme son opposition totale et non négociable à la dérive autoritaire incarnée par la candidature illégitime à un 4e mandat de Alors vous voyez qu'on voit la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, mais on oublie de regarder la poutre. Comment on peut appeler ce comportement si le débat interne n'est pas épuisé, que d'une manière autoritaire, on met fin à un processus qui a été initié. Donc Gbagbo est un frein pour l'alternance. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que le processus interne a été initié, mais ce processus-là, si nous restons dans le cadre des valeurs démocratiques, eh bien, comme nos statuts le conseillent, toute politique doit faire l'objet d'un large débat démocratique. Sinon, c'est une dérive autoritaire et je dirais une dérive au niveau de fonctionnement de l'appareil exécutif. Domelo, quelle est la différence finalement, quelle serait la différence entre le programme, le vôtre, de société, et celui finalement de Laurent Gbagbo, si lui aussi il est retenu? Et puis pour savoir, vous êtes devenu président, on s'imagine que ça va bien se passer, et quelles sont les premières actions, les premiers actes que vous prenez pour répondre à cet appel de souveraineté, de panafricanisme et autres que vous lancez? En 2011, disons quand on a pris le pouvoir en 2000, notre objectif c'était de construire une souveraineté. Et cette souveraineté, 2 ans après notre accession au pouvoir, a été attaquée par... Au début, on a pensé que c'était uniquement des rebelles, mais au fur et à mesure, on a vu que derrière, c'était l'ancienne puissance coloniale qui, évidemment, a utilisé toute sa puissance militaire et diplomatique pour nous dégager. Donc, pour nous, et quand je dis puissance militaire, on a vu que le dénouement de la crise, c'était l'armée française qui était en première ligne. Donc, la première décision, si nous voulons construire une souveraineté, c'est d'annuler les accords de coopération en matière de défense pour libérer la Côte d'Ivoire de toutes les armées étrangères, surtout celles qui ont colonisé la Côte d'Ivoire par la force. Parce que personne n'a appelé l'armée française en Côte d'Ivoire. Elle s'est imposée par la force pour ses intérêts. Et comme on a besoin de développer la Côte d'Ivoire en tenant compte des intérêts des Ivoiriens, il faut que cette armée qui œuvre pour l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale parte. Et avec elle, évidemment, toutes les autres armées alliées à cette puissance coloniale-là. D'autres actes? Et donc ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, c'est comment sécuriser le pays, parce que les armées impérialistes reculent toujours, mais pour mieux sauter ensuite. On a vu en Guinée, on voit aujourd'hui dans l'AES, on voit un peu comment ça manœuvre autour de l'AES pour déstabiliser l'AES par des coups d'État fréquents. Et donc, si vous ne prenez aucune disposition pour sécuriser votre pays après avoir chassé l'armée d'occupation, il est bien évident que ça ne sera que de courte durée. Mais l'armée française, il a dit que l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire. Non, c'est des histoires drôles. L'armée française est bel bien, puisque les accords de défense existent. Or, aujourd'hui, on a tout simplement tenu compte de la modernisation des moyens d'attaque d'un pays. Et donc, on peut être en France et puis attaquer la Côte d'Ivoire si c'est autorisé. On peut prendre un avion pour survoler. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la crise était très tendue, on a vu un avion débarquer à l'aéroport d'Abidjan, alors que j'étais ministre de l'Équipement, et que j'avais interdit à ce que cet avion atterrisse. Mais l'avion a atterri tout simplement parce que l'aéroport est concédé à un investisseur extérieur. Et donc, cet investisseur estimait qu'il ne répondait plus des décisions de la Côte d'Ivoire, mais répondait des décisions d'outre-mer. Conséquence, l'avion a atterri. Elle n'était pas au 43e Bima. L'avion n'était pas au 43e Bima. Décollé de Paris, atterri en Côte d'Ivoire et en moins de 24 heures a fait tout le boulot.
Donc ça veut dire tout simplement que c'est les accords de défense qui ont permis à cet avion-là d'atterrir. Vous pensez à la souveraineté monétaire également. Ah oui, donc vous comprenez que 43e BIMA, avec le développement de la technologie militaire, n'est plus nécessaire pour mettre en œuvre un accord de défense. Et donc nous disons, annulons tout simplement les accords de défense pour qu'un avion décollant de Paris n'atterrisse pas en Côte d'Ivoire sans l'autorisation de ceux qui dirigent ce pays-là. Et donc c'est la première décision. Évidemment, les autres décisions, c'est les accords monétaires, parce que vous comprenez que nous sommes dépossédés de nos réserves en devises, nous sommes dépossédés de nos épargnes, et donc si nous voulons avoir une politique de crédit au profit des citoyens ivoiriens, il faut qu'on se réapproprie notre monnaie, on se réapproprie nos épargnes et qu'on puisse faire du crédit aux opérateurs économiques et de développer l'économie nationale par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Puisque dans tous les pays développés, les acteurs nationaux dominent l'économie et créent des partenariats avec des opérateurs extérieurs. Mais en Côte d'Ivoire, un pays dominé, on se rend compte que 95% de l'économie n'appartient pas aux Ivoiriens. Il faut inverser la tendance. Et donc c'est un processus. Vous dites... Marius ? À l'annonce, donc, ce matin, dans votre point de presse, vous dites que l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara va poindre à l'horizon, justement, le prolongement du parti État. Je voudrais bien comprendre. En quoi est-ce que l'annonce, cette autre mandature de M. Ouattara, si elle venait à être avérée, eh bien, verrait poindre à l'horizon un parti État, étant entendu que vous-même, vous êtes d'un parti qui n'est pas encore dissous, et que les autres, qui n'est pas encore dissous, plusieurs partis politiques, et non des moindres, existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On parle donc loin du monolithisme politique, on parle du parti, de plusieurs partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de multipartistes. Alors non, moi je n'arrive pas à comprendre comment une candidature peut voir poindre à l'horizon le parti État. Il faut faire la distinction entre parti État et parti unique. Parti unique, aucun autre parti n'existe. Parti État, le parti qui est au pouvoir, considère l'État comme un butin de guerre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du parti, vous n'avez pas de tabouret. Dans l'administration, dans la haute administration et dans les sphères clés de l'appareil de l'État. Voilà la caractéristique fondamentale d'un parti État, où on ne s'occupe pas des talents, mais on s'occupe du parti. Et donc c'est un parti État, c'est-à-dire un parti qui œuvre uniquement pour ses partisans. Donc c'est le gouvernement d'un parti, par un parti et pour un parti, à l'exclusion des autres talents qui sont des autres partis politiques. Et donc nous disons que le passage d'un parti État à un parti démocratique, eh bien, doit se faire cette fois-ci parce que l'exclusion est devenue flagrante en Côte d'Ivoire. Il suffit tout simplement de regarder un peu l'appareil d'État, du sommet jusqu'à la base, vous verrez que c'est des militants du même parti politique. Et donc, il faut mettre fin à ça parce que ça déstructure la nation ivoirienne. Ça divise la nation ivoirienne et ça gèle les talents qui sont dans les autres partis politiques. Et on ne peut pas développer un pays en excluant des talents tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que vous. Vous disiez également que la calomnie étant l'apanage, c'est vos propos que je cite, la calomnie étant l'apanage de ceux qui sont dépourvus de maturité démocratique, nous les laissons au jardin d'enfants de la démocratie. À qui vous vous adressez? Ben vous savez, les partis politiques, surtout le FPI, lorsque le FPI a été créé, eh bien sa première priorité, c'était la formation idéologique et politique. Et donc, c'était ça qui faisait sa force. Et donc, on disait, je suis FPI, mais je ne suis pas Gbagbo. C'est ce qu'on entendait dans les années 90. Ça veut dire que les gens avaient absorbé l'idéologie du Front populaire ivoirien et donc militaient pour des idées, non pas uniquement pour une personne. Mais lorsque la formation idéologique s'est éclipsée, aussi bien au FPI que pratiquement dans tous les autres partis politiques, eh bien, il y a eu une succession de militants qui n'avaient plus accès à la formation idéologique. Et donc, nous sommes passés des partis démocratiques
fondée sur des idéologies, et l'idéologie a laissé la place à l'idolâtrie. Et dans tous les partis politiques. On aimerait bien comprendre cette phrase, monsieur oui. Awa-Domelo. L'idéologie a laissé place à l'idolâtrie. S'il vous plaît, messieurs, on va l'écouter. C'est vrai que c'est ça. Mais c'est inquiétant d'entendre cette phrase-là. C'est la réalité. Il y a un désert de formation politique dans les partis politiques, ce qui fait que ceux qui arrivent ne croient qu'en des individus. Et même si l'individu dérive de la ligne idéologique, eh bien on suit l'individu au détriment de l'idéologie. Regardez un peu vous-même, on initiait le débat démocratique, on m'accuse d'avoir fait des propositions. Dans un parti démocratique, ça devait être accueilli avec joie, parce que c'est l'occasion de débattre. Mais dès lors qu'on refuse le débat démocratique, mais ça veut dire qu'idéologiquement, on est en décalage. Et donc, c'est ça le problème, c'est que l'idolâtrie, vous verrez partout, hein, les pro-Ouattara, pro-Thiam, pro-Gbagbo, on ne dit plus pro-démocrate, pro-socialiste, pro-libéral, on a oublié toutes ces notions-là. Or, c'est ça qui doit fonder les partis politiques. Mais ce n'est pas les individus, puisque les individus ont une durée de vie limitée. Et donc, si on disait, par exemple, que tous les partis socialistes au monde étaient des pro-Karl Marx, il est bien évident que Karl Marx, il est mort il y a longtemps. Bien sûr. Voilà. Mais ce qui a survécu, c'est l'idéologie socialiste. Très bien. Daouda? Tout à l'heure, vous avez parlé de parti-État. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée comme un parti-État, selon vous. Exactement. Et il n'y a pas de tabouret pour ceux qui sont de l'autre côté de la rive. Mais M. Awa-Domelo, dans ce contexte aujourd'hui de parti-État, qui est devenu un mastodonte, l'opposition peine à s'unir. Ils ont des difficultés, que ce soit au CAPSI, que ce soit au PPACI, que ce soit même au PDCI, c'est compliqué. Mais vous, aujourd'hui, vous déclarez votre candidature. Est-ce que vous ne venez pas fragiliser la position du PPACI face à ce parti-État-là? Ce que vous appelez parti-État. Mais l'opposition est déjà fragilisée. Donc vous allez la briser en morceaux? Non, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller vers toutes les pièces détachées pour les rattacher. Est-ce que c'est possible? Y a-t-il une possibilité, justement? Ben parce que j'ai conservé mes relations intactes avec Blé Goudé, avec Simone Gbagbo, avec Mamadou Koulibaly, avec Finguessan, avec toutes les pièces détachées. Vous les appelez avec M. Laurent Gbagbo? Ben évidemment, je suis avec lui, donc il est bien évident qu'à ce niveau, cela ne pose aucun problème. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il faut reconstruire une gauche forte sur des bases idéologiques. Les organisations qui existent aujourd'hui sont des plateformes de combat pour des conditions d'élection justes et transparentes, mais sans base idéologique. Cela a un avantage, c'est que ça permet de mettre tout le monde ensemble, mais cela a un inconvénient, c'est qu'on ne sait plus pourquoi on se bat. Est-ce pour uniquement avoir le pouvoir et transformer le pouvoir en butin de guerre, ou est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir pour mettre en œuvre un rêve, c'est-à-dire la souveraineté et le panafricanisme, qui est mon rêve à moi. D'accord. Rapidement, deux petites questions. La première question, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte de quelque chose. Est-ce que M. Awa-Domelo ne fait pas tout ça pour brûler la priorité à ses camarades qui ont peut-être les mêmes ambitions que lui? Je m'explique. Après 2025, qu'on le veuille ou pas, Ouattara ne sera plus, il ne peut plus être candidat. Après 2025, M. Laurent Gbagbo, je le dis parce que même si la Constitution le voulait, le poids de l'âge et tout ça, ça sera compliqué. Est-ce que vous ne faites pas ça pour brûler la priorité aux politiciens, aux héritiers? Non, pas les héritiers, ceux qui viennent de la dernière pluie. Donc vous voulez les balayer du revers de la main et vous positionner en maître absolu du temps et de l'horloge? Là, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question pour finir très rapidement. Ça sera la première parce qu'on va aller au journal et on va le garder. Bon, je le garde. On va le garder. Mais répondez à celle-ci, je vais au retour. Mais il répondra à la première question. Non, c'est-à-dire que moi, je suis un militant. Et mes décisions sont des décisions responsables. J'estime qu'être absent aux élections de 2025, c'est un crime. Pourquoi? Parce que c'est répété 2020. Je ne veux pas que 2020 se répète en 2025 et donc je ne veux pas de la politique de la chaise vide. Et ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi seul, hein, c'est beaucoup de militants qui ne veulent pas de cette politique de la chaise vide-là. Donc les militants veulent qu'on ait un candidat aux élections de 2025 qui puisse permettre à la Côte d'Ivoire d'aller vers une alternance
pour construire une alternative politique à celle que nous vivons aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi je me suis décidé. Mais si mes propositions avaient été acceptées, j'avais proposé 2 ou 3 candidats. Je pouvais même ne pas être dedans. Puisque moi, je suis préoccupé ailleurs, à l'international, pour des activités qui me conviennent parfaitement. Parce que c'est dans la droite ligne de mes convictions. Je conseille plusieurs chefs d'État africains dans le sens de la souveraineté. Donc moi, j'ai déjà mon boulot. Mais je veux que la Côte d'Ivoire puisse accéder à cette souveraineté-là. Non, mais vous faites comme le Formé Magnan, qui ne mange pas de cola, mais qui est sur le colatier, finalement. Je ne sais pas. On va réagir. J'estime que la politique de la chaise vide sera un crime. Pour le Monsieur Awa Dombello, nous venons d'avoir là maintenant un communiqué de votre parti qu'il nous dit qu'il est mis fin aux fonctions de monsieur Awa Dombello en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Restez avec nous en seconde partie. Vous allez donc pouvoir réagir à ce communiqué-là. Pour l'instant, nous partons aux élections présidentielles d'octobre 2025. Awa Dombello, vice-président on va dire ex-vice-président du PPACI, en charge du panafricanisme et du district des lacs, mais vous êtes toujours vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Alors, avant d'aller au journal présenté par Karel Dablé, nous avons lu donc ce communiqué qui venait de tomber de la direction du parti, signé par le président Laurent Gbagbo lui-même, qui vous démettait donc de vos fonctions. Il est dit donc en l'article 1, vu la Constitution, la loi, les statuts, l'article, ceci, je vais m'abstenir de le lire, mais en tout cas, on retient qu'il ait mis fin aux fonctions de M. Awa Dombello en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Et donc, Justin Koné-Katinan est dorénavant aussi en charge de la promotion du panafricanisme. Donc, on rappelle que le président du Conseil stratégique. Aujourd'hui, sans l'appareil du parti, pouvez-vous gagner ces élections? Qu'êtes-vous réellement, justement, sans l'appareil du parti? Mais avant, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Êtes-vous surpris? Je le savais depuis longtemps. Qu'un petit groupe était en train de faire la liste de tous mes partisans et ils ont commencé à les sanctionner. Un petit groupe? Oui, un petit groupe. Quand je dis petit groupe, c'est vraiment un petit groupe. Oui, mais le parti est structuré. C'est bien peut-être le conseil de discipline qui a porté le point au président Laurent Gbagbo, qui a acté. Laurent Gbagbo est à Jacquesville. Personne ne peut, en 1 heure du temps, aller de Jacquesville et revenir avec un document signé de son nom. Bref, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les militants du PPACI. Les militants du PPACI doivent comprendre, et ils le disent eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas de la politique de la chaise vide. Mais certains, lorsque vous discutez avec eux, ils estiment qu'il faut attendre. Attendre quoi, je ne sais pas. Alors qu'en attendant, eh bien, le régime continue de se perpétuer. Devant cette logique-là, on attendra jusqu'à ce que le PPACI disparaisse. Voilà le dilemme qui se trouve aujourd'hui entre les mains des militants du PPACI. Depuis que nous avons commencé à boycotter les élections en Côte d'Ivoire, le PPACI ne fait que maigrir et se décompose en pièces détachées progressivement. Voilà la réalité du PPACI. Et donc, si ça se prolonge et que ce régime reste en place pendant 5 autres années, eh bien, vous verrez que le PPACI ne sera plus que l'ombre de lui-même. Il sera même encore plus en pièces détachées. Donc, il y a un risque important que le PPACI traverse. Mais évidemment, quelle est la faute que j'ai commise? C'est d'avoir fait une proposition. Dans un parti démocratique, faire une proposition est une richesse. Et le débat démocratique est une richesse. Or, aujourd'hui, on a l'impression que le débat démocratique est devenu, je vais dire un mal, un péché. De proposer, de discuter, c'est devenu un péché. Donc, nous sommes passés progressivement de la pensée plurielle à la pensée unique au sein de l'appareil. Cela est dangereux pour le parti. Et cela même est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque vous créez un parti qui tend vers le sectarisme, il est bien évident que l'accession d'un tel parti au pouvoir crée forcément un parti-État. Et donc, on va aller, si par chance on arrive au pouvoir, on va aller d'un parti-État
à un autre parti-État. On ne construit pas une démocratie en éliminant les différences. Les différences doivent s'exprimer. Donc moi, j'estime que par rapport aux valeurs que je défends, cette décision est une dérive autoritaire qui le reproche au régime qui est en place. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'il regarde un peu. Non, moi j'avais déjà préparé ma lettre de démission. Hein. Vous étiez prêt à démissionner? Ah oui, j'étais prêt à démissionner parce que quand un homme n'est pas d'accord, il dit non. Je ne suis pas d'accord avec la politique de la chaise vide et je le dirai à tous les militants du PPACI que ce qui est organisé aujourd'hui, c'est d'aller vers une politique de la chaise vide, comme en 2025, en 2020. Il est bien évident que les militants ne sont pas du tout préparés à cette décision, mais on leur fait croire que, souvent même on fait croire que le nom de Gbagbo Laurent est sur la liste électorale, simplement parce qu'on ne lit pas bien cette liste électorale-là, qu'on pense que son nom n'est pas sur la liste et que ce n'est pas un problème. Très bien. Donc, ce mouvement-là vers la politique de la chaise vide, les militants ne s'attendent pour le moment pas à ça, mais la vérité sera connue d'ici peu de temps. Et donc tout le monde va découvrir la vérité. Monsieur Domelo, avant ma question, vous venez de dire que vous avez déjà préparé votre lettre de démission. Est-ce que ça dit que vous allez démissionner du PPACI? Non. J'ai été co-auteur du manifeste du PPACI. Ce manifeste-là correspond exactement à la vision que j'ai toujours défendue à l'intérieur du FPI, qui en 1996, évidemment, a été mis de côté au nom de la mondialisation et de l'hégémonie occidentale, qui est revenu après la crise de 2011, et nous avons remis l'idéologie du PPACI en ordre de bataille par rapport au nouvel ordre mondial. Et donc, je reste militant du PPACI parce que convaincu que la voie qu'il faut pour libérer la Côte d'Ivoire, évidemment, c'est la bataille pour la souveraineté. Allez-vous explorer des voies de recours? Non, j'étais prêt à démissionner, donc je n'ai pas besoin de voies de recours. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant de présenter votre candidature? Parce qu'il y avait une porte de négociation qui était ouverte. Et ma question maintenant, si la négociation à terme disait que on n'est pas d'accord avec vous, moi, quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Et je dépose en même temps ma lettre de démission. Mais il est bien évident que je ne peux pas déposer ma lettre de démission tant que les négociations étaient en cours. J'allais être pris à défaut par rapport à moi-même. On discute, on n'est pas arrivé à terme, tu démissionnes. Et ça veut dire que c'était prémédité? Non. On retient que vous restez militant du PPACI, mais plus vice-président. En toute sincérité, M. Awa Domelo, pensez-vous sérieusement avoir une chance de gagner face à un appareil d'État que vous qualifiez de parti-État aussi puissant que celui du RHDP, ou préparez-vous déjà une défaite que vous allez expliquer plus tard par la fraude? Et pour compléter la question d'Herman, vous partez en candidature là indépendante? Je ne suis pas vice-président du PPACI à partir d'aujourd'hui, mais je reste vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Et justement, lorsque j'avais mûri ma décision de déposer ma candidature, ils ne m'ont pas sanctionné pour ça. Ça veut dire que, quelque part, je vais dire, ma volonté d'œuvrer pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, eh bien, elle est largement partagée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, je continuerai mon chemin en m'adressant directement aux Ivoiriens. Parce que nous avons 8 700 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Le PPACI, c'est 600 000 militants. Évidemment, à l'intérieur du PPACI, ils ne sont pas tous pour la politique de la chaise vide. Hein. Ils veulent aller aux élections. Il me revient à moi de me rapprocher de tous les autres partis de gauche pour qu'ensemble, on puisse réfléchir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, en me rapprochant des partis de gauche, en m'ouvrant à la société civile, en m'ouvrant aux autres partis panafricanistes sur le terrain, nous sommes capables de reconstruire une gauche sur des bases idéologiques pour se lancer dans la bataille. Et si nous avons un discours clair, cohérent, en phase avec l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes convaincus d'une chose, le peuple nous suivra. Très bien. Marius, non, vous n'avez pas la parole. Déterminé. Daouda? Monsieur Awa Domelo, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez prêt à démissionner.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Parce que dès l'entame de l'émission, je vous ai posé cette question concernant ce courrier. Vous avez donné l'impression de ne pas être au courant de quoi que ce soit. Mais après la sortie du courrier, vous dites que oui, j'étais prêt à démissionner. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, ce n'est pas une fuite en avant, c'est un processus. Vous savez, en 1996, lorsqu'il y a eu l'alliance FPI-RDR, dont j'étais absolument contre, j'ai démissionné. Parce que quand un homme n'est pas d'accord, il dit non, tout simplement. Moi, je suis un homme de conviction. Je ne suis pas un homme de complaisance ou qui cherche des postes. Voilà. Et quand j'ai démissionné, je suis resté militant de base jusqu'à ce qu'on reformule le programme du PPACI sur les bases des convictions auxquelles je croyais. À l'époque, c'est à ce titre-là seulement que j'ai accepté d'être membre de la direction. D'accord. Et ça m'amène à ma deuxième question qui est la suivante. Aujourd'hui, l'opposition demande un dialogue avec le parti au pouvoir. Avec ce que nous venons de voir aujourd'hui sur ce plateau. Vous venez d'être limogé en live. Ça, c'est une première. C'est exceptionnel pour moi qu'un vice-président soit limogé en live pendant qu'on est à la télévision nationale. Et justement, il y a comme en fait au sein du PPACI le manque de dialogue. Est-ce que vous pensez que le PPACI, votre parti, que vous chérissez tant, a-t-il le droit de s'arroger le pouvoir de discuter avec le gouvernement et dit non, on veut une discussion, pourtant en interne, on refuse de discuter avec Domelo? Vous relevez le paradoxe. Non, là, nous sommes arrivés à un stade important de la vie des partis. C'est-à-dire la démocratie interne à l'intérieur des partis est à construire autant que nous construisons la démocratie à l'échelle nationale. Parce qu'un parti non démocratique ne peut conduire un État vers la démocratie. Et donc, si nous voulons un État démocratique, nous devons commencer par démocratiser nos différents partis politiques, c'est-à-dire par accepter le débat démocratique interne et le fameux « asseyons-nous et discutons » doit être d'abord interne avant de revendiquer à l'extérieur. Parce que dès lors qu'on constate qu'on demande à l'autre de s'asseoir pour discuter et qu'on refuse en son sein asseyons-nous et discutons, il y a un paradoxe. Et donc il faut construire la démocratie interne pendant que nous construisons la démocratie externe. Dernière relance, Daouda? La dernière relance, c'est justement concernant les BRICS, parce que vous êtes toujours vice-président des BRICS. Parce que j'ai entendu... L'Alliance des BRICS. Excusez la méprise. Ce que je veux savoir, parce que dans votre discours, vous avez un discours souverainiste. Et vous voulez qu'on s'ouvre aux BRICS, on s'ouvre à tout le monde finalement. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire quittons un maître ou un autre maître? Permettez-moi de... Excusez ma candeur aussi la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec la France, on a le CFA, tout va bien, la Côte d'Ivoire est souveraine, elle décide de tout et de tout ce qu'elle veut. Mais vous estimez qu'on n'est pas souverain. Peut-être que nos souverainetés, on va la gagner avec les BRICS. Pourquoi pas la Russie? Non, il s'est dit que vous êtes l'homme de la Russie quelque part. Allez-y. Non, les BRICS, c'est d'abord une idéologie. C'est-à-dire la souveraineté des États dans un monde multipolaire où chaque État souverain coopère avec le pays de son choix, sans agressivité d'un État. C'est ce que fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malheureusement, a des liens encore coloniaux avec l'ancienne puissance coloniale. C'est une vue de l'esprit. Non, je vous explique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez coopérer avec la Russie, c'est impossible tout simplement parce que nos accords monétaires entre la France et la Côte d'Ivoire nous obligent à passer par l'Europe pour coopérer avec la Russie. Il n'y a pas de coopération directe. Sur le plan monétaire, c'est-à-dire que moi, je suis russe, je viens en Côte d'Ivoire, ma carte de crédit ne fonctionne pas parce que tout simplement, l'Europe a sanctionné la Russie. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des liens coloniaux qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres pays membres des BRICS. Et donc ces liens-là, il faut les couper tout simplement pour qu'on puisse avoir le choix. Parce qu'il n'y a pas que de meilleurs en Occident, qui est d'abord déclinant. Il y a de meilleurs dans les pays émergents. Il faut pouvoir s'ouvrir. C'est pour cela que je me bats pour la souveraineté. Et donc, lorsque vous parlez
Prenons le cas de la Russie, tout simplement. La Russie a libéré l'Europe. Mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe lorsque le nazisme avait occupé l'Europe. La Russie a contribué à libérer la Chine. Mais la Chine n'est pas une colonie russe. La Russie a contribué à libérer l'Égypte. Mais l'Égypte coopère beaucoup plus avec les États-Unis qu'avec la Russie. La Russie a contribué à libérer même la Côte d'Ivoire, parce que le RDA, le PDCI, était d'obédience communiste à sa naissance. C'est à travers la Troisième Internationale contrôlée par la Russie que le PDCI a été fondé. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas devenue une colonie russe. Et donc, il faut savoir choisir ses partenaires qui peuvent t'accompagner dans ton cheminement vers la souveraineté. Et c'est ce que fait la Russie, parce que la Russie a toutes les matières premières que nous avons. Et donc, elle ne vient pas en Afrique sans qu'on l'ait invitée à coopérer avec nous. Tout simplement parce que si vous lui proposez du pétrole, ils en ont. Vous proposez de l'uranium, ils en ont. Vous proposez du fer, ils en ont. Tout ce que ceci fait la particularité de l'Afrique, ils ont ça. Donc si vous ne les invitez pas à coopérer avec vous, ils ne viendront pas. Et même si vous avez des accords que vous les annulez, comme beaucoup de pays que la Russie a contribué à éliminer annulent, ben ils s'en vont tout simplement parce que c'est un accord comme parmi tant d'autres. Donc, il faut savoir choisir ses amis qui peuvent t'accompagner à être souverain. Aujourd'hui, l'armée chinoise n'a rien à voir avec l'armée russe. Ils les ont accompagnés à être souverains. L'armée iranienne n'a rien à voir avec les autres armées. Aujourd'hui, ils sont militairement souverains. Mais grâce à qui? Grâce à une coopération gagnant-gagnant avec la Russie. Voilà un peu la particularité. Et je pense que c'est ce chemin-là qui est bien. Je comprends mieux maintenant. Merci. Très bien. Marius Komoé. À l'entente de cette émission, vous disiez avoir rencontré Mme Simone Gbagbo, M. Mamadou Koulibaly, M. Afin N'Guessan et même M. Charles Blé Goudé. Et vous avez même ajouté que vous avez gardé des rapports très étroits, pour ne pas dire intacts, avec ces personnalités citées. Peut-on donc s'attendre à une unicité dans l'action relativement à votre candidature à la tête pour la présidentielle de 2025? Ma volonté ferme, c'est que à côté, je dirais même aujourd'hui, les plateformes de lutte, bientôt vont connaître leur fin. Quand le Conseil constitutionnel va annoncer les candidatures, on ira tout droit vers les élections. Mon objectif fondamental, c'est que la gauche propose maintenant une plateforme idéologique pour la conquête du pouvoir. Et donc, nous serons prêts à discuter dans cette gauche-là pour avoir une stratégie commune vis-à-vis des électeurs des Ivoiriens et que cette stratégie-là puisse avoir un discours commun qui puisse permettre d'avoir l'adhésion de la population. Et donc, je continuerai mes discussions avec eux pour que... Y compris avec le PDCI? Avec le PDCI, parce qu'il y a des souverainistes au PDCI, figurez-vous. Même au RDA, il y a des souverainistes. Pas les mêmes idéologies. Même au RHDP, il y a des souverainistes. Absolument. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Absolument. Et donc, la proposition que nous faisons, c'est au-delà. Ça transcende les partis politiques. C'est une idéologie qui peut être vécue par tout citoyen ivoirien désireux de se libérer pour aller progressivement vers la souveraineté dans un monde multipolaire où tout le monde a l'avantage de coopérer avec tout le monde. Une dernière relance, Marius, et puis on aura son mot de fin. Alors, la question des parrainages. Comment est-ce que vous comptez avoir les parrainages? Parce que c'est quand même un levier indispensable avant d'arriver donc au second step que le Conseil constitutionnel donc pourra valider. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les parrainages des militants du PPACI? Ça, c'est pas un problème, ça. Les parrainages vont de bon train. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je constituerai mes dossiers de parrainage. Je vous dis que les militants, les électeurs, on est 8 700 000. Voilà. Et les 8 700 000 ne sont pas militants du PPACI. Et même à l'intérieur du PPACI, eh bien, il y a des gens qui refusent la politique de la chaise vide. Et ceux-là sont prêts à m'accompagner dans mon cheminement pour la victoire des souverainistes ivoiriens, des souverainistes africains et des souverainistes du monde entier qui se battent chaque jour pour l'avènement des mondes multipolaires. Si vous aviez une double nationalité, double nationalité. Une double nationalité. Et puis le mot de fin. Mon père est Agni de Bongwanou, ma mère est Baoulé de Bouaké et je n'ai jamais changé de nationalité. Vous n'avez pas une nationalité malgré toutes les propositions
Très qui ont bien. été faites. Mais je reste ivoirien et fier d'être De ivoirien. l'être. Vous Alors, faites bien Monsieur de le Awa, dire. dans Mélo, il est temps maintenant pour nous de mettre un terme à cette émission. Quel mot de fin? Il faut dire que je suis heureux quand même parce que le président Laurent Gbagbo a pris des décisions qui sont claires. Les décisions du président Laurent Gbagbo sont sans aucune ambiguïté. Parce que il faut peut-être que je vous lise ça pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Le président Laurent Gbagbo a relevé M. Awa Don Melo de ses fonctions de vice-président du PPACI. Le président du parti, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro de gouvernement des partis politiques, vu les statuts du règlement intérieur du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, vu les articles 28 et 34 des statuts, vu les articles du règlement intérieur, vu la nécessité du service décide. Article 1. Il est mis fin aux fonctions de M. Awa Don Melo en qualité de vice-président exécutif en charge des LAC et de la promotion du panafricanisme. Article 2. Le président du Conseil stratégique et politique, le camarade Justin Kone-Kachina, est dorénavant aussi en charge de la promotion du panafricanisme. Article 3. Le camarade Jean-Gervais Tchédé, secrétaire général du parti, assurera l'intérim de la vice-présidente exécutive dans le district des Lacs. Article 4. Le président exécutif du parti, le camarade Sébastien Dano Djedje, est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente décision. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera notifiée aux personnes concernées et publiée pour large diffusion dans les structures du parti. Le président Laurent Gbagbo ne dure plus d'un mauvais rêve. Et c'est ce qui me plaît sur le nouveau Gbagbo. Vous n'avez pas compris. Le nouveau Gbagbo, ce n'est plus l'ancien. Celui à qui on pouvait faire les chantages n'importe comment. Celui dont on pouvait menacer. Celui dont on pouvait faire tout et n'importe quoi et croire que ça va pas aller quelque part. Le Gbagbo a changé. Et j'ai envie de dire à certains militants, si vous êtes les militants du PPACI, sachez que vous êtes les militants du PPACI. Et si vous n'êtes pas les militants du PPACI, mais partez. Dérangez pas, partez. Mais ne venez pas nous donner des leçons. Ne venez pas, parce que je vois des gens ici qui viennent en commentaire et essaient tant bien que mal de nous dire non, c'est la stratégie, non, c'est ceci, c'est... Il n'y a pas de stratégie. Arrêtez, arrêtez, il n'y a pas de stratégie. Soyez intelligents, il n'y a pas de stratégie. Vous nous avez parlé de cette stratégie avec Simone Eve Gbagbo, avec Blé Goudé, avec Afinguessa. On est dans ça jusqu'à présent. Vous avez vu quelle stratégie là? Awa Don Melo était ambigu depuis même son émission sur NCI là. Pour ceux qui étaient intelligents, on avait déjà compris sa position. On avait déjà compris. Comment c'est à 3 mois de l'élection présidentielle que tu as annoncé ça? Et le Faucon Noir sur Facebook nous informe qu'il a été acheté à plus de 2 milliards par le petit frère de M. Ouattara, Ténébarema. Et vous savez, le Faucon Noir, si vous partez sur sa page Facebook, vous allez voir que toutes les révélations qu'il donne finissent toujours par être vraies. Allez-y voir le Faucon Noir. Il est plus important que Chris Yapi. Quand le Faucon Noir donne une information sur les réseaux sociaux, montez, vous descendez, il a ses sources. Et dès que l'information passe sur la page du Faucon Noir, même si vous ne croyez pas à ça aujourd'hui, quelques mois plus tard, vous allez donner raison. Monsieur Awa Don Melo va se désillusionner dans 3 mois. Qui ne s'inquiète même pas. En octobre, il sera désillusionné. Il va comprendre qu'il a fait une grosse bêtise. La politique, ce n'est pas ça. Il n'a pas de la chaise vide. Qui lui appelle la chaise vide? Le PPACI dit qu'il ira aux élections. On connaît la stratégie. Le président Laurent Gbagbo n'est pas dans le jeu. C'est terminé. L'époque où vous allez venir faire tout ce que vous voulez et vous croyez quand vous regardez. Il ne dure plus dans vos rêves. On est concentré. Le combat qui est devant nous, c'est un combat important. On n'est pas là pour perdre le temps. On n'est plus là pour perdre le temps. Oui, on n'est plus là pour perdre le temps. Tu fais semblant, on te met de côté puis on avance. L'adversaire c'est Ouattara, l'adversaire c'est pas Awa Don Melo. S'il veut devenir candidat indépendant, bah il ne peut pas devenir candidat indépendant. Il faut savoir, Awa Don Melo n'est pas radié, hein. Il est relevé de ses fonctions de vice-président. Mais il reste militant du PPACI. Ça, c'est pas grave. Mais il n'est pas radié. Il fait comme il veut, il va se radier lui seul. Voyez-vous, il va se radier lui seul. Le parti ne va pas le radier. Il va se radier lui seul. Il faut savoir clairement ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il dit qu'il y a un petit groupe de personnes qui ont pris le Gbagbo. On peut prendre Gbagbo en otage. On peut prendre Gbagbo en otage. Il faut arrêter ça. Quand on a pris Gbagbo en otage, patiti patata. Qui a pris Gbagbo en otage? C'est comme ça que quand le président Laurent Gbagbo avait signé un document, on nous a dit que ce n'est pas lui qui a signé. Ce qui a causé les problèmes entre Afinguessa et le président Gbagbo. Jusqu'aujourd'hui, Gbagbo lui avait dit que c'est lui qui a signé le papier. Vous prenez le président Laurent Gbagbo pour un enfant, il a 80 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas 200 ans.
Ce monsieur-là, quand vous voyez le monsieur dans le micro et qu'il est en train de parler, il ressemble à un monsieur qui... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Monsieur Awad Don Melo était dans son plan depuis. Mais il faut savoir une chose, c'est Gbagbo que nous, on connaît. C'est Gbagbo que nous, on connaît. Aujourd'hui, là, soit le président Laurent Gbagbo va gagner, soit le président Tidjane Thiam va gagner. Une autre personne, là, ça ne nous concerne pas. Il vaut mieux Soro Guillaume. Voilà, il vaut mieux Soro Guillaume. Parce que vous tous, là, qui étiez à côté du président Laurent Gbagbo, et pourtant vous étiez des traîtres. Il nous parle de l'idéologie. Parlons même de l'idéologie. Il nous parle des propositions. Oui, toute proposition est la bienvenue dans un parti politique démocratique. Mais ta proposition, ce qui t'énerve, c'est que tu es minoritaire dans cette proposition. Mais c'est quoi la démocratie? La démocratie, ce n'est pas le choix de la majorité. M. Awad Don Melo a donné une proposition, mais c'est une proposition de dictature. Ça veut dire que cette proposition-là, soit on accepte, soit je me présente aux élections. Voyez-vous ce que ça signifie? Sa proposition-là, d'avoir des candidatures de précaution, c'est soit on accepte, soit je me présente. Il dit que les candidatures de précaution, même si ce n'est pas lui, non. Quand il parle de candidature de précaution, c'est de lui qu'il parle. Et c'est normal d'avoir les ambitions politiques, mais pourquoi il venait encore au PPACI? Quand on faisait la convention pour élire le président Laurent Gbagbo comme le candidat, pourquoi il était là? Il pouvait se démarquer depuis. Voyez-vous, Téné Brahima Ouattara est derrière tout ça. Et moi, j'ai dit, dès l'instant que ça sera acté, effectif et signé par le PPACI, surtout par le président Laurent Gbagbo, Awad Don Melo, moi, s'il est là, j'allume. Je ne suis plus là pour dire, j'allume, c'est terminé. Je ne suis pas dedans. Non, 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 non. On n'est pas dans ça. Et puis même le temps d'allumer, il n'y a même pas. Le vrai combat, c'est Ouattara. Mais ça, Awad Don Melo, bonne chance à lui. Et qu'il aille. Je suis extrêmement déçu par sa sortie. Et vous, les militants, qui continuez à croire en une stratégie, naïvement, continuez à croire. Je me souviens que quand Blé Gouda a vendu, je fus l'un des premiers à dénoncer de par sa démarche. Beaucoup de personnes m'ont attaqué sur cette même page. Je pense que nous étions en 2020-2021. On m'attaquait sur cette chaîne-là. Quelques années plus tard, vous êtes tous unanimes aujourd'hui que Blé Gouda, c'est un crabe. Continuez donc à parler de stratégie. Quelques années plus tard, on va vous poser la question par rapport à Awad Don Melo.